suis la compagne de Charles Belmont. Donc j'étais choisie parmi une personne, c'était moi. Et moi, c'est mon premier film, c'est mon premier montage de long métrage de fiction. J'étais jeune. Et avant, j'avais monté des courts métrages, des documentaires, mais jamais de fiction. Donc moi, j'étais la compagne de Charles Belmont. Donc j'ai suivi tout. J'ai suivi pourquoi il a fait ce film, comment il l'a écrit, comment il l'a... Enfin, j'ai suivi tout, quoi. Vous avez participé au scénario? Officiellement, non. Mais j'ai quand même mis des petites touches qu'on appelait de la verdure en disant pour présenter à l'avance sur recette, il faut quand même, c'était un peu à l'os qu'on va mettre un petit peu de trucs et de machins. Mais en fait, les trucs et les machins, verdure, ils ont été utiles au tournage aussi, quoi. Mais on discutait de tout. Et puis j'ai vu comment ça se développait, etc., quoi. Je peux parler de la jeunesse du scénario, je peux parler de l'écriture du scénario, et puis du tournage un peu, et du montage aussi. Il a perdu sa mère d'un cancer foudroyant. Ça arrivait juste après l'échec d'une comédie musicale sur laquelle il avait travaillé 2 ans et qui était prête à tourner, tous les contrats signés, tout le monde était en Yougoslavie où ça devait se tourner. La musique de l'Art Ensemble de Chicago était enregistrée, la chorégraphie était faite et tout. Et juste au dernier moment, le producteur s'est fait tirer les oreilles par ses banques en disant c'est un film révolutionnaire, ce qui était le cas. Et il a tout arrêté, il a préféré payer les contrats. Mais enfin, c'est un échec terrible après 2 ans de travail et si près du but. Et là, juste à ce moment-là, en fait, Charles apprend que la fatigue de sa mère, qui était quand même récurrente depuis plusieurs années, n'était pas une simple fatigue, c'était un cancer généralisé, sur lequel il n'y avait plus rien à faire. À partir de sa mort, il s'est mis à écrire comme un cri, à la première personne. Pas comme un film, comme un cri à la première personne. Totalement, comment dire, à la première, sans balise, sans but, autre que d'exprimer à la fois son chagrin immense et sa révolte contre le système médical. Et ce cri à la première personne, il reste sous forme, comment dire, le fait que ce ne soit pas chronologique, ça vient de là. Non, il est très 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 dur sur le corps médical et il est très dur sur le système médical, encore plus que pour les gens, plus sur le système médical, à tel point qu'à la sortie, il y a eu des conflits avec des médecins qui étaient totalement opposés à ce film, etc. Mais si vous voulez, il y a la base émotionnelle, c'est tout ce qu'il a écrit sans filtre. Ensuite, il a construit le scénario, mais la base était déjà non chronologique, elle était déjà, comme le film est, dans un récit qui vient de la tête et du cœur du personnage. Et ensuite, il s'est documenté, il a réfléchi, il a vu des gens, il a lu des livres, dont certains n'étaient pas traduits, là je pense au livre d'Elisabeth Kubler-Ross sur la mort, On Death, On Dying. Il a documenté sur la base d'une émotion. Émotion plus réflexion. Et émotion plus documentation égale réflexion. Il a mis combien de temps pour écrire le scénario? Très peu de temps. Peu de temps. Quelques mois. En sens où on partageait la réflexion, oui. En sens où il y a des scènes, comme par exemple les scènes burlesques, qui ont été écrites de façon totalement subjective. Hein. C'est dans la tête du gars, c'est pas dit, c'est comme ça. C'est dit, lui, il revoit ça, il est dans la voiture et il repense et il revoit ça comme ça. Et cette scène, elle a été écrite, 7 scènes surtout,
a été écrite en interrogeant tout un groupe de médecins du groupe Information Santé, qui était un groupe de médecins militants d'extrême gauche, qui ont donné leur vision de ce qu'ils avaient vécu, mais pas du tout pour les trucs bizarres, mais pour les trucs courants. Et c'est ce qui a donné cette scène. Car cette scène, finalement, elle rend compte de ce qui se passait. Même si les lits n'étaient pas en rond. C'est ça. Même si c'était pas un cirque, c'était quand même un cirque. Oui. C'est aussi l'imaginaire. C'est le rappel subjectif émotionnel. Je peux pas dire exactement pour les comédiens, parce que moi, je participais pas à la partie tournage. Ni au choix vraiment, ni au tournage même, parce que moi, j'ai toujours détesté aller au tournage. Et ensuite, je suis beaucoup trop extravertie pour les tournages. Et ensuite, c'est très important pour le réalisateur, le regard de quelqu'un qui ne sait pas ce qui s'est passé au tournage et qui regarde un plan ou une scène. Et ça, on le retrouvera pas 36 000 fois, quoi. C'est une fois. Et donc, moi, pour tous les films que j'ai montés, hein, j'ai évité d'aller au tournage, sauf le tout dernier, parce que Charles avait vraiment besoin de moi, qui de nous deux, et il m'a vraiment demandé d'être là au tournage pour prendre un certain nombre de fonctions. Mais sinon, j'aime pas. Donc, je ne peux pas dire vraiment, sauf que Samy Fraisse est un ami intime depuis l'adolescence, qu'il l'avait déjà pris dans son premier film, l'adaptation de L'écume des jours de Boris Vian, où il jouait Chic. Lila Kedrova, je ne sais pas pourquoi il l'a choisie, elle. Anne Deleuze, à qui j'ai demandé comment tu as été choisie, elle n'en sait rien. Et Garel, Léotard, c'était des gens qu'il connaissait et qu'il estimait énormément. Donc voilà. Mais pour Lila Kedrova, la seule chose que je peux dire, mais c'est pas ça qui a guidé son choix, mais c'est peut-être ça qui l'a mise en tête, elle venait d'avoir un Oscar. Donc peut-être que si elle l'avait pas eu, peut-être qu'il n'aurait pas pensé forcément à elle, mais j'en sais rien. En tout cas, il a eu ces deux personnages, dont l'une était absolument débordante dans le jeu, et l'autre était au contraire plus que stricte, au point qu'au montage, il fallait vraiment qu'on calme Lila Kedrova, qu'on enlève tout ce qui dépassait trop, et qu'au montage, on arrache à Samy, qui à ce moment-là pensait que, très effet Koulechov, qu'il suffit d'être là et de mettre en regard et ça suffit pour exprimer. Donc il avait tendance à être assez neutre, mais de fait, on chopait tout ce qui pouvait être un haussement de sourcil. Et finalement, ça marche très bien, moi, je trouve. Alors, à cette époque-là, en argentique, et particulièrement quand on tournait à Paris, c'était facile, on avait, après le tournage, il y avait une projection des rushs synchronisés de la veille. Donc, ce qui était très beau, c'est que toute l'équipe y allait. Et la monteuse, évidemment, était là, elle découvrait les scènes sans avoir eu à se poser des questions si ça a été un bon tournage, s'il y avait des tensions, s'il n'y en avait pas, si ceci, si cela. Non, elle découvre et son sentiment doit être très précieux parce que cette première fois, on la retrouvera jamais tout à fait. Cette première appréhension de la scène, jamais tout à fait. Moi, je fais comme pour tous les films. Tous les films, disons, qui ne sont pas particulièrement, comment dire, qui ne sont pas spécifiques, c'est pareil, quoi. Il y a un scénario, il y a la mort du scénario qui éclate au tournage, c'est ce que disait Fellini, après, hop. Et là, il faut que tout le monde garde le cap, hein, le réalisateur, les acteurs, garde bien l'opérateur, bien le cap, alors que c'est tout éclaté, et le montage redonne vie. Ça, c'est la définition de Fellini. Mais je vais quand même revenir à Rack, comme font les hommes politiques. Je vais vous l'expliquer, mais je vais quand même revenir à Rack pour vous dire qu'au montage, il y a eu, comme pour les autres films de Charles, sauf Océanie, qui est un film entièrement musical et entièrement improvisé, il y a eu le travail normal d'écriture, de tournage et ensuite de montage de ce qui est tourné et ce qui est semblable au scénario. Mais pour Rack, on a fait deux modifications. La première, c'est
on a coupé les premières scènes, car Charles a toujours aimé montrer des contextes, montrer des choses, des ambiances où les héros ne sont pas, les personnages principaux. Donc il se baladait dans l'hôpital beaucoup, et on a vu, enfin c'était pas extrêmement long, mais c'était quand même au moins 3-4 minutes, où aucun personnage ne se dégageait. Et finalement, après la première projection, on l'a coupé. Et il y avait également ces médecins qui sont interviewés dans le film, qui sont là, c'est des vraies interviews de vrais médecins, tournés en 16 et non pas en 35, et qui disaient des choses très passionnantes, mais au bout mais il y en avait 20 minutes, c'était pas possible. Ça coupait complètement le récit. C'est là que le montage intervient aussi, en ce sens qu'il faut couper les choses. Il faut, parfois, quand c'est mal construit, ce qui n'était pas le cas, il faut reconstruire. Je l'ai fait maintes fois dans des trucs mal écrits, mais là, c'était pas le cas. Et sinon, il faut couper dès on a l'impression que ça parasite le récit principal. Ou alors, autre chose où Charles était très bon, lui, dès qu'une scène n'était pas bonne, à son avis, il la coupait. Peu importe ce que ça pouvait créer, il coupait quand c'était mauvais, à ses yeux. Bon, on n'a pas eu ça pour Rack. Donc Rack a été tourné à Paris. C'est un film assez fauché, donc il a été tourné chez le producteur, dans sa maison du producteur, dans une salle de bain toute petite du producteur, ce qui fait que la scène où Samy Frey veut parler à sa mère est tournée dans cette toute petite salle de bain, et que le lendemain, quand on voit les rushs, l'équipe me dit « Mais comment tu vas faire, Marielle ? Comment tu vas faire, Marielle ?» Et moi, je dis « Je me débrouillerai. » Mais je ne savais pas de quoi il parlait. De quoi il parlait ? C'est que pendant la scène où tout le monde était tellement ému, ils n'avaient pas vu dans la glace de l'armoire à pharmacie le perchman qui était presque les larmes aux yeux. Il n'avait pas vu. Et moi, au rush, j'étais tellement prise aussi que je ne l'ai pas vu. Mais évidemment, en montant, il a fallu que je trouve un subterfuge, parce que cette prise n'était pas utilisable. Et c'est pour ça qu'il y a un plan de gants en trop, à mon avis. Après, maintenant, je me dis, bon, après tout, c'est l'éruption du trivial, caoutchouc, tout ça, c'est pas grave. Mais enfin, j'en aurais mis un de moins si j'avais pas eu à couper le perchman. Pour Rack, j'ai commencé pendant le tournage, parce que comme j'avais jamais monté de fiction de ma vie, j'avais jamais monté d'acteur, je me suis un petit peu exercée, disons, pendant le tournage. En général, moi, ce que j'aime faire, et ce que j'ai fait très très souvent, c'est ils finissent le tournage, et ensuite, avec le réalisateur, je dérush. C'est-à-dire que je regarde les rushs qui ont été mis par l'assistante dans le bon ordre du film, du scénario, et on regarde, et on choisit les prises, et ils me disent ce qu'ils voudraient, moi je dis ce que je pense, etc. Et après, je monte toute seule. Et après, quand j'ai monté la scène, je parle pas enfin, c'est arrivé que je monte un film entier toute seule, mais c'est un cas rare quand même. Quand j'ai fini la scène, je la montre au réalisateur et on retravaille ensemble. Les équipes d'Argentique, c'était comme un vaisseau. C'est-à-dire, on partait ensemble. Alors, petite équipe comme étaient les miennes, c'est-à-dire une assistante, voire deux parfois, et une ou un stagiaire qui s'occupe du matériel, de ranger les rushs, la pellicule qui est mise à des chutiers, des sortes de portiques avec des clous, on mettait ça dans la perforation, et elle devait ranger, et on devait pouvoir la retrouver très vite et tout. Mais ce vaisseau, il allait jusqu'au bout, tous ensemble. C'est-à-dire que l'assistante apprenait son travail, la stagiaire, je dis là parce que c'est la plupart du temps des équipes féminines, mais c'est pas toujours le cas. Et c'est de moins en moins le cas. Et donc, ce vaisseau, ça allait jusqu'à la fin, jusqu'à une copie au laboratoire qui va sortir fraîche et prête à être projetée. Et c'était donc très agréable. Bon, on travaillait très souvent dans la même pièce, il fallait pouvoir respecter les espaces et puis la façon, les bruits, tout ça. Souvent, il y avait un rideau vert qui entourait
la machine. Ce rideau nous mettait un peu d'ombre, un peu de pénombre, à moi et au réalisateur quand le réalisateur était là. Mais moi, j'aimais bien monter toute seule quand même. D'ailleurs, je montais aux marques. Ce qu'on appelle monter aux marques, c'est-à-dire que je faisais des marques sur la pellicule, je ne coupais pas. Je concevais. C'est ça un truc qu'on a vraiment perdu avec le numérique. On a gagné d'autres choses. Mais il y a une chose qu'on a perdue, c'est la capacité, en connaissant très bien nos rushs, je pense pour une scène, on va dire, classique de 3 minutes. Hein. Bon. En connaissant très bien nos rushs, on peut établir le montage simplement sur une feuille de papier. Là, on prend le gros plan là on fait un petit off de trois images sur le plan d'avant, nanana. On l'établit, et ensuite on le porte au crayon blanc sur la pellicule, et c'est l'assistant, à l'aveugle, car elle n'a pas d'image, elle a juste la pellicule qui coupe. Et ensuite, on regarde. Alors des fois, c'est la divine surprise, c'est presque parfait. Des fois, il faut vraiment refaire. Enfin, il y a tous les cas de figure, quoi. Et ce montage aux marques oblige à une vraie connaissance des rushs et une vraie réflexion. Charles Belmont, il a toujours été dans les salles de montage, mais il a toujours été très, très léger. C'est-à-dire que... Discret ou léger? Une présence légère. Donc forcément discrète, mais je préfère dire légère parce que c'est... Il n'y a rien de moral dans léger, quoi. On regardait bien la scène, il me disait ce qu'il souhaitait, et moi ensuite je la travaillais seule, avec mes marques. De toute façon, il ne pouvait rien voir sur mes marques. Et il était à côté, il réfléchissait à la suite, il réfléchissait à la musique, il partait pas faire autre chose, comme font certains. Il restait là, mais il n'était pas sur mon dos. De toute façon, on ne peut rien voir quand on monte aux marques. Qu'est-ce que vous voulez voir? Et après, il était là aussitôt que j'avais besoin qu'il regarde. Alors quand on fait du numérique, c'est plus compliqué, avec le rôle du réalisateur, parce qu'il ne comprend rien à ce qu'on fait. Vu qu'on appuie sur un bouton, on est à l'autre bout, voilà. Mais enfin, j'ai travaillé, par exemple, avec Moati, je travaillais toute seule. Hein. Lui, il s'occupe de pas grand-chose, Moati, il fait faire aux autres. Et puis, après, on mettait bout à bout. Le mieux, c'est quand même de monter dans l'ordre du film pour moi, parce qu'une séquence de début, on la monte pas de la même façon qu'une séquence de milieu ou qu'une séquence de fin. C'est pour ça qu'il y a des rythmes un peu différents. Et moi, ce que je faisais, c'est que je montais bien tout de suite, bien entre guillemets. C'est-à-dire, jusqu'à être contente. Je faisais pas d'ours. Ah oui. Beaucoup de gens font des ours, moi j'ai jamais fait d'ours de ma vie, même en documentaire. L'ours, c'est un montage mal léché, pour voir si ça tient. Mais moi, je trouve que ça tient pas quand c'est mal léché. Donc, dès le début, j'essaye de monter au mieux, dans la grande précision, même s'il le faut mettre 3 sons ou plus, pour avoir vraiment l'idée de la scène. Et quand la scène, on la juge bien, j'attaque la suivante. Et le matin, toujours, je me repassais le film depuis le début, pour savoir où en était le rythme. Donc, où on en est là. Alors, ça fait des petits rectifs au fur et à mesure. Je dis, là, c'est un peu court, là, c'est un peu long. Mais on avance sur un terrain ferme. Enfin, pour moi, ça fonctionne comme ça. On avance sur un terrain ferme, et quand on arrive à la fin, on fait la première projection, et là, on voit les défauts, ce dont je vous avais parlé, à savoir les 2 choses qu'on a coupées, on les a coupées après la première projection. Voilà ma façon de monter. Alors évidemment, c'est très physique, c'est très sensoriel, le montage argentique. C'est ce que je voulais vous entendre dire. En fait, la perte, il y a beaucoup de gains au numérique, on peut y revenir, mais la perte importante, c'est la perte du corps par rapport à l'argentique. La pellicule pèse, la pellicule sent, le crayon blanc sent. Pour savoir si on est du côté mat ou du côté brillant, on met la pellicule dans la bouche, on a notre gant blanc, on joue avec la rapidité de remonter une bobine sans qu'elle parte en chandelle. Et il y a toutes ces sensorialités qui font que le corps existe toujours, et que le corps, c'est le rythme en fait, c'est la possibilité du rythme. Moi je me souviens, j'étais des fois couchée sur une machine à plat, j'aimais surtout les machines à plat, pas tellement celles comme ça. Je me souviens
d'un producteur qui me disait « Ah, mais Marielle, tu fais l'amour avec ta machine ». Ben, en fait, pas tout à fait ça, mais on touche et puis il y a une jouissance de la pellicule. Il y a une jouissance des odeurs et tout ça, du poids. Et on vit dans ce monde-là quand on est dans l'argentique. Donc ça sent. Il y a autre chose qui est très important, c'est que la pellicule, elle prend du temps. C'est-à-dire que si par exemple je trouve qu'il manque quelques images à un plan, je vais demander à la stagiaire, hein, on prend le truc classique, chef monteuse, assistante stagiaire, donne-moi le plan machin à tel numéro de footage. Bon. Et je l'attends. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, je flotte. Pendant ce temps-là, je suis en jachère de réflexion et je suis toujours dans les rythmes. Et je suis, comment dire, ben, c'est comme ça qu'on trouve hein, en même temps. C'est pas en réfléchissant tellement. On réfléchit, c'est une chose, mais il faut aussi ne pas réfléchir pour l'art. Il faut aussi que ça flotte et que ça, voilà. Et donc, pour une bobine, c'est pareil. Une bobine, mettons qu'un plan que je veux raccorder, deux plans que je veux raccorder, ils soient pas du tout au même endroit dans la bobine. Je vais quand même mettre un numéro là et un numéro là pour que l'assistante raccorde. On coupe pas. C'est pas moi qui vais couper, je vais mettre les numéros. Mais pour retrouver le second plan, il faut faire rouler, rouler, rouler. Ça prend du temps. Et ce temps-là, il est extrêmement précieux. C'est ce que j'appelais la jachère de la pensée. Et on n'est pas toujours dans la surstimulation du cerveau gauche due au numérique, si on admet les classifications. On n'est pas dans la surstimulation mentale. On est amené à être dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intuition, du rythme, de l'émotion, beaucoup plus facilement. Alors, maintenant qu'on sait ça, beaucoup de gens travaillent en numérique en se donnant ce temps. Mais j'aime beaucoup le son comme émotion, pas comme technique, si vous voulez. Je connais rien même. Moi, un film, s'il est en stéréo, ça me suffit amplement. J'ai pas besoin d'avoir. Bon. Donc, j'ai toujours monté les sons moi-même à la table. Alors, évidemment, il faut imaginer, parce que comme on avait au plus 3 bandes qui passaient ensemble, il fallait imaginer les 10 bandes qu'on allait mettre. Maintenant, c'est 100. Mais à l'époque, c'était 10, c'était déjà bien. Et j'aimais beaucoup ça. Depuis qu'il y a le numérique, je suis obligée d'abandonner le son. Parce que c'est tellement technique, ça bouge tellement que je le fais plus moi-même. En revanche, j'ai toujours suivi le travail du monteur son. Pas en venant l'embêter dans sa salle, mais en discutant avec lui, en parlant de ce qu'il avait fait, et en allant au mixage, toujours, j'ai gardé les auditoriums. Ça, c'était un point, même, j'ai monté pas mal de téléfilms, c'était un point sur lequel je transigeais pas. Je suis aux auditoriums, et j'y suis payée. Parce que maintenant, on dit, oh, on n'a pas besoin de toi, t'as fait l'image. Maintenant, j'ai pas fait l'image, j'ai fait le montage du film. Après, il y a le son, on ne peut pas montage image, ça veut dire quoi? C'est le film qu'on monte. C'est le film dans lequel on fait des inversions. Il y a le son direct, il y a tout ça. C'est pas le montage image. Moi, j'ai toujours refusé qu'on m'appelle monteuse image. Hein. Mais après, il y a le moment où tout se réunit, qui est un moment très beau et plein de sens, c'est le mixage. Et les réalisateurs, ils ont toujours voulu que je sois au mixage et au mixage payé. Alors pour RAC, comme pour tous les films de Charles Belmont, ça se discute pas parce que de toute façon, lui, il aurait jamais accepté que je sois pas au mixage. Et on a monté avec lui 3 films en numérique sur 7. 3. Ouais. On a monté Les Médiateurs du Pacifique, on a monté Océanie et on a monté Qui de nous deux. Et avant, c'était de l'argentique. Donc, on a dû s'adapter, mais en ce qui concerne le son, j'ai toujours été présente, j'adore ça. Du point de vue intellectuel, je peux vous dire que je serais plus capable de faire ce que je faisais, et aucune de mes amies avec qui on en a parlé, c'est-à-dire de voir les rushs, les connaître tellement bien qu'on va construire sur papier et qu'on va faire des marques, sans voir comment ça marche. Maintenant, on colle
En numérique, on voit si ça marche vaguement, on arrange un peu. Enfin bon, il y a plus cette nécessité d'avoir vraiment une connaissance très profonde des rushs, en sachant pourquoi on avait coupé là et pas là. Parce qu'on essaye tout le temps en numérique, ça coûte rien d'essayer. On pose ça, on pose ça, on pose ça, et puis on arrange après, vous voyez. Ça, y a pas et après, ça devient aussi bien, hein, y a pas c'est pas un problème. Au début, il y a eu des problèmes parce que c'était tellement facile de faire un fondu enchaîné que les gens en faisaient partout. C'était tellement rare ensuite d'avoir une projection sur un grand écran que les gens coupaient trop court. Parce qu'il faut se méfier de ça aussi. Le Médiateur du Pacifique, par exemple, on n'avait pas eu de grande projection parce que c'est pas si facile d'avoir une grande projection en numérique. Et donc, le dernier jour avant de donner au montage son, j'ai dit à Charles Belmont, je lui ai dit que le dernier dimanche, je lui ai dit, écoute, moi, je me reprends le film sans parler à personne, parce que je suis sûre que c'est trop court pour un grand écran. Je suis sûre que c'est bien là, mais ça va être trop court pour un grand écran, et j'ai rallongé pas mal de choses. Mais parce que je pouvais me mettre dans un rythme où c'était un dimanche, personne n'intervenait, personne ne venait me voir, il y avait de bruit nulle part, et je pouvais être dedans, et faire comme si ce petit écran était un grand écran. Ça veut dire aussi que le montage pour la télévision ou le cinéma est totalement différent dans le rythme. Un peu différent. Un peu différent. Ça dépend de... C'est un peu différent. Ouais. Parce que c'est ce que vous donnez l'impression. Moi, j'ai toujours monté pareil les téléfilms et les films. Ça veut dire que vous avez privilégié le grand écran au petit écran. Non, j'ai privilégié mon sentiment là et celui du réalisateur. Sans qu'elle-même, quand on s'entend bien, j'ai monté avec un réalisateur, j'ai monté moins 12 ou 13 de téléfilms, et même le dernier, je crois qu'il est venu quand c'était déjà monté fini, complètement. Tellement il me faisait confiance. Mais je pense que c'est plus au niveau de la mise en scène que ça impose un montage, mais c'est pas moi qui vais décider de faire un montage plus court, plus cut, ou ça. C'est que si le metteur en scène est réalisateur, comme on dit maintenant à la télé, c'est son métier, est capable il tourne de façon à ce que ça se monte comme ça. C'est pas moi qui vais monter plus court, c'est parce que la mise en scène va l'imposer. Ou que le cahier des charges lui a imposé de faire des petites... Je sais pas, j'ai pas connu ça, moi, j'ai eu la chance, j'ai pas connu ça. J'ai connu, au niveau documentaire, j'ai connu une fois ou deux les bonnes femmes de France 2, là, impossible, qui donnaient des indications, parce qu'elles s'ennuyaient, quoi. C'était un docu-fiction de Moati, et elles étaient ébahies parce qu'il y avait des scènes de fiction, et qu'elles ont jamais ça dans leur truc de documentaire. Tout était magnifique, et tout ce qui était documentaire, ça les intéressait pas. Donc elles sont intervenues mal, et Moati a plié complètement, et moi j'essaie de tenir mon truc, mais non, il faut que... Bon, après on peut pas se battre, quoi. Seul, c'est pas mes films après tout. Mais sinon, j'ai pas eu de problème avec les télés, je dois dire, j'ai eu de la chance. Aussi bien en documentaire qu'en fiction, j'ai pas eu de problème. Il y a eu deux projections à la sortie officielle, mais où la presse était pas au courant, quoi. C'était deux sortes d'avant-premières qui ont très 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 bien fonctionné à Paris. Là, il y a la sortie, il y en a une qui va avoir lieu à la Cinémathèque de Perpignan, plus à un festival. Bon, là, pour l'instant, la presse qu'on a, c'est une très très bonne critique dans Télérama, qui est arrivée le jour de la sortie. Et ça, je suis très contente. Parce que c'est prescripteur, et que d'ailleurs, Télérama a quand même toujours à peu près suivi le travail que je fais pour faire vivre et remettre en lumière les films de Charles Belmont. Je fais ça depuis 2014, très soutenu par le Centre du cinéma, sans lequel je ferais rien, et par des gens, parfois des mécènes, des financeurs, bon. Il y a un site internet où on peut vous contacter pour... Oui, alors il y a un site internet qui s'appelle charlesbelmont.com, où on peut me contacter, on peut acheter les DVD que j'ai déjà édités,
Enfin, en tout cas, on peut me joindre par ça, on peut me joindre par Facebook, on peut me joindre par Instagram, par Messenger, et on peut me joindre, quoi. C'est ce qu'il faut. Ben oui. Bon, ben voilà, c'est fait. Alors, ce que j'ai pas dit, mais je voudrais le dire. Allez-y. Ce que j'ai pas dit, c'est que Terminez de boire quand même. Hein, bon, je vais finir. Le film, enfin Hack, en DVD, sortira à l'automne, et que je suis en train de faire, j'aime bien faire des bonus assez consistants. Et là, je fais un bonus qui va être bien consistant, j'espère. Je suis en train de le réaliser sur un peu Charles Belmont, sa vie, son œuvre. Vous connaissez l'éditeur? L'éditeur, c'est l'éclaireur, c'est-à-dire moi. Moi, j'édite parce que je veux être libre de choisir, de faire des bonus, les bonus que je fais. Je veux être libre de faire sous-titres sourds et malentendants tout le temps, alors que beaucoup d'éditeurs ne le font pas. Je veux être sûr de la jaquette, de tout ça. Mais après, il y a des distributeurs. Mais moi, je garde la distribution en médiathèque. Moi, j'aime bien être libre, hein.